Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Équilibre Neuro. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la théorie polyvagale, on va expliquer un petit peu ce que c'est et on va aussi aborder le point de pourquoi elle est importante pour aller mieux, mais pourquoi aussi elle est importante si on est thérapeute, si on est coach, bref, si on accompagne des patients ou des clients dans leur chemin du mieux-être ou leur chemin pour aller mieux dans leur vie. Voilà. Alors, premièrement, la théorie polyvagale, qu'est-ce que c'est exactement? Tout ça, ça a été théorisé après des années de recherche, une trentaine d'années de recherche par le docteur Stéphane Porges, qui étudie en fait l'activité du système nerveux autonome. Donc, dans notre système nerveux, on a deux parties. On a le système nerveux volontaire, donc celui par exemple qui contrôle les muscles, votre biceps par exemple, et on a le système nerveux autonome, c'est-à-dire par exemple celui qui contrôle le péristaltisme, donc les mouvements de vos intestins, la digestion, le rythme cardiaque, bref, toutes ces fonctions sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir un contrôle direct et vous dire tiens, maintenant je veux que mon cœur batte plus rapidement. Ça marche pas. Ce sont des réactions qui sont justement autonomes, donc automatiques. Elles se font toutes seules sans que vous y réfléchissiez. Donc, il a passé des années en fait à étudier le système nerveux autonome pour aboutir à la conclusion en fait à cette théorie sur le fait qu'il existait trois branches. Donc trois catégories de système nerveux autonome chez les êtres humains, enfin chez les mammifères de manière générale et donc aussi chez les êtres humains. Donc avant, il faut bien comprendre qu'avant, par exemple, les recherches de Stéphane Porges, on avait une vision un peu plus simpliste de la chose. C'est-à-dire que le système nerveux autonome était considéré comme ayant une branche sympathique et une branche parasympathique. Donc une branche sympathique qui active le stress et une branche parasympathique qui active la relaxation. Donc rest and digest, en anglais, ça veut dire se reposer et digérer. C'est celle aussi qui nous permet de guérir, de grandir, de réparer nos cellules, tout ça. Donc avant, c'était un peu la conception qui existait. Après, c'est-à-dire depuis sa conférence de 1994, là où il a présenté pour la première fois la théorie polyvagale au grand public, on va dire, ça a un petit peu changé parce qu'il nous a apporté une troisième branche en fait, qui est le dorsal vagal. Donc là, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est-à-dire que il parle aussi de l'évolution phylogénétique du système nerveux autonome. En premier lieu, on a un cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, le plus primitif, qui est situé dans le tronc cérébral, avec les noyaux des nerfs crâniens, et c'est celui-là qui gère vraiment nos fonctions vitales, le rythme cardiaque, la respiration, la digestion, tout ça. Donc ça, c'est la partie un peu reptilienne, que lui nomme la partie vagale dorsale. C'est aussi celui-là qui peut être responsable d'un mécanisme de défense qui s'appelle l'immobilisation avec peur. Donc quand on a peur, on a tellement peur parce que l'obstacle est tellement gros qu'on frise et qu'on s'immobilise totalement sans pouvoir courir, sans pouvoir se battre, bref, sans pouvoir réagir. Ensuite, de là, ça c'est du coup plutôt chez les reptiles, vous imaginez un reptile en fait. Il bouge pas rapidement. Il court pas comme un lapin, comme vous, comme moi, comme un chat. Ça se déplace de manière très lente, un reptile. Ça n'a pas les mêmes fonctionnalités, on va dire, qu'un mammifère. Donc ça, c'était vraiment la partie du cerveau très primitive. Ensuite, nous avons le cerveau limbique, les émotions qui se sont plus développées avec les mammifères, et aussi l'activité. Donc ce concept de mobilisation. Et la mobilisation, ça vient avec le système qu'on appelle sympathique, qui longtemps a été associé au stress, au cortisol, à la sécrétion d'hormones du stress. On parlera de ça juste après. Un peu à tort finalement, parce que le système sympathique existe car il a une fonction, il n'est pas fondamentalement mauvais, il n'y a aucun système qui est fondamentalement bon ou mauvais, ça dans la nature ça n'existe pas un peu ces concepts, ces jugements moraux sur ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc le système sympathique, qui lui est responsable de l'activation de nos jambes. Donc typiquement, on va avoir le sang qui va vers les jambes, vers les muscles à l'extérieur pour pouvoir se défendre ou pour pouvoir courir. Voilà, donc ça c'est typique aussi du développement des mammifères. C'est quand vous voyez un chat qui a peur par exemple, c'est typiquement la réaction sympathique. Et ensuite, la troisième branche qui s'est développée, c'est le ventral vagal, qui est lui
responsable de la connexion, de la sensation de sécurité et oui, surtout de cette connexion entre les mammifères. Donc là, pour vous imaginer le ventral vagal, vous imaginez un bébé et une maman qui tient son bébé dans ses bras. Donc c'est le système d'immobilisation, mais cette fois sans peur. Euh, et ces deux parties du nerf vague qui représente le dorsal vagal et le ventral vagal. Dorsal vagal représente donc l'immobilisation avec peur. Le ventral vagal, c'est complètement l'inverse. C'est le côté un peu restauratif où on peut se reconstruire dans l'immobilisation sans peur parce que il y a ce sentiment de sécurité, cette corrégulation dont on parlera après entre deux mammifères. Voilà. Et de l'autre côté, on a le système sympathique. Donc, si vous voulez, le système du coup autonome, système nerveux autonome est divisé en trois branches, dont deux sont comprises dans le nerf vague, et l'autre est comprise dans le système nerveux sympathique. Voilà, j'espère que c'est clair. Et là-dedans, il y a une évolution phylogénétique logique, et quand on est face à un trop gros stress, il y a ce qu'on appelle aussi une dissolution, c'est-à-dire que si on est par exemple en état ventral vagal, donc de sécurité, où on est bien, on est à l'aise, on se sent en sécurité, on se sent bien. Si on est face à un stress, pouf, on va se mettre en activation sympathique parce qu'on va transitionner au niveau d'en dessous qui correspond à l'activation sympathique. Donc de stress, mais dans la mobilisation, en fait. Stress, mobilisation face à une menace. Parce qu'il y a aussi la mobilisation en sécurité. Et ça, par exemple, ça s'appelle le jeu. Quand vous observez des chatons qui jouent, ça c'est un exemple typique de mobilisation, mais en sécurité. Donc ensuite, si la menace devient trop grosse, trop impressionnante pour gérer et qu'on n'a pas les ressources, les capacités pour la gérer, donc pour s'enfuir ou pour se battre, on va tomber dans l'immobilisation avec peur, donc dans le dorsal vagal, qui va nous tétaniser. En fait, ça va vraiment être une réaction de sidération totale. Alors, juste avant, je vous ai parlé que l'ancienne conception du système nerveux était plutôt simpliste parce qu'elle avait seulement deux branches, parasympathique et sympathique. Ça a été théorisé par Hans Selye. Ceux qui sont même qui sont un petit peu sensibilisés à tout ce qui est santé mentale et psychologie connaîtront son nom. Euh, et en fait, c'est vrai que lui disait mot stress. Voilà. Il y a une menace, il y a une réaction de stress. Mais en fait, son explication était assez simpliste, dans le sens où pour lui, la réaction de stress était exclusivement sympathique, et une activité du sympathique. Et n'incluait pas du tout la possibilité qu'il y ait une immobilisation, mais avec peur. Donc il n'y avait pas du tout ce côté dorsal vagal qui a été ensuite, par la suite, du coup, introduit par Stéphane Porges. Donc, comme on l'a dit juste avant, la connexion entre mammifères est un besoin primordial pour le développement et pour la maturation du coup du système nerveux dans sa globalité, pas le système nerveux autonome seulement. Récemment, j'ai créé une masterclass qui est accessible à tout le monde, mais qui vise plutôt les thérapeutes et les coachs, c'est-à-dire les gens qui veulent utiliser ça pour aider d'autres personnes à aller mieux, en fait. Et dans cette masterclass, je montre bien la différence entre deux scans de cerveau d'un enfant de 3 ans, un qui a subi des négligences dans un orphelinat roumain, donc qui n'a pas eu du tout reçu de stimulation, et l'autre qui était élevé de manière parfaitement normale avec le taux de stimulation qu'il faut, et surtout le niveau de connexion humaine, donc le niveau de réciprocité dans dans ses relations humaines avec ses parents ou les adultes qui l'aident à se co-réguler, qui était adéquate. Et on voyait une différence claire, vraiment physique, marquée sur les développements de ces deux cerveaux différents sur les scans. Donc c'est pour ça que je vous dis ça se manifeste pas seulement dans l'activation du système nerveux autonome, mais aussi bel et bien dans le cerveau. Et ce qui fait que une mauvaise corrégulation quand on est petit, donc la corrégulation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir se sentir en sécurité avec un adulte quand on est petit. Et cette corrégulation va nous permettre, nous plus tard à l'âge adulte, de progresser vers ce qu'on appelle l'autorégulation. Et quand on a une forme de corrégulation un peu aberrante quand on était petit, par exemple que nos parents étaient constamment stressés, ou alors qu'on s'est fait taper, ou qu'on a vu un divorce, bref, ou qu'ils étaient absorbés aussi par leur propre détresse émotionnelle, ce que finalement beaucoup d'enfants subissent en fait, parce que les parents n'ont pas les ressources pour faire mieux. Les parents souvent n'ont pas de mauvaises intentions, simplement qu'ils ne savent pas faire mieux au moment où les choses arrivent. Souvent c'est simplement par un manque de ressources ou un manque de connaissances aussi.
C'est juste ça. Donc, les enfants qui n'ont pas une co-régulation adéquate, plus tard, à l'âge adulte, ne sauront pas s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'ils ils n'auront pas développé ce sentiment de sécurité interne que normalement on développe en étant enfant. Et par conséquent, ils ne sauront pas gérer, eux, leur réaction au stress. Ils seront soit dans un état sympathique constant, soit dans un état dorsal vagal, c'est-à-dire ils vont osciller entre des états d'hyperactivité et des états de sidération et de shutdown du corps, en fait, total. En gros, le shutdown, c'est quand on se met en boule dans le canapé, en position fétale, et qu'on dit « Ah, je veux plus sortir, je peux pas affronter le monde ». Voilà, c'est un petit peu ça pour vous donner une idée. Donc, c'est pour ça que la corrélation entre bébé et parent, ou bébé et adulte, est essentielle, en fait. Mais après, elle peut aussi s'apprendre à l'âge adulte. Et en fait, elle commence, là, c'est vraiment le commencement. Et les premières années de vie sont vraiment essentielles dans l'intégration des réflexes primitifs, des réflexes archaïques, qui contribuent à une maturation du système nerveux autonome. Mais ensuite, à l'âge adulte, on peut aussi apprendre à s'autoréguler si on n'a pas appris correctement, entre guillemets, en étant enfant. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de problèmes de santé en général, de santé physique, de santé mentale, peuvent donc être expliqués par un système nerveux autonome, un système nerveux globalement qui s'est mal calibré, en fait, au cours de la vie, et qui entraîne des symptômes. Donc ça peut être du stress, de l'anxiété, des peurs, des phobies, de la dépression, donc au niveau dans la partie santé mentale. Mais après, au niveau de la santé physique, ça peut aussi être toutes les maladies fonctionnelles qu'on connaît, donc le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, des troubles organiques, parce que si votre système est en sympathique ou en dorsal vagal tout le temps, les organes qui sont régulés par le nerf vague ne recevront pas ils ne seront pas stimulés de la bonne manière, en fait. Donc ils vont soit se fermer, soit trop s'activer. Enfin, en fait, ça va pas du tout. Il va manquer d'homéostasie dans votre corps. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet épisode qui traite du sujet de pourquoi est-ce que c'est important de comprendre tout ça quand on est thérapeute, quand on est coach, quand on travaille dans la santé, avec des clients ou avec des patients. Donc, premièrement, quand on est thérapeute, par exemple, mettre le patient ou le client en confiance, c'est crucial si vous voulez que vos résultats soient efficaces. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'elle est extrêmement parlante. Beaucoup de personnes ont peur du dentiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va chez le dentiste, si on a eu des événements traumatiques dans notre passé, donc ça peut être des événements même qu'on ne considère même pas comme traumatiques. Je vous ai cité tout à l'heure, par exemple, avoir des parents absorbés par eux-mêmes, par leur détresse et qui nous négligent émotionnellement, c'est pas considéré aujourd'hui comme un traumatisme, alors qu'en fait, réellement, ça l'est. Et les manifestations sur le système nerveux autonome sont plutôt claires. Ça crée beaucoup d'insécurité et un manque de développement émotionnel à l'âge adulte. Euh, donc bref, pour reprendre cette image du dentiste, beaucoup de personnes n'aiment pas seulement parce qu'en fait ils ont peur d'avoir peur. En fait, souvent peur de la douleur, pardon. Souvent la douleur finalement c'est pas tant le plus gros problème que ça. Ce qui fait peur à beaucoup de personnes, que ce soit conscient ou non, c'est le fait de se retrouver piégé sur une chaise quand on est complètement étalé devant une personne en position allongée. Donc en fait on est dans une position ouverte et vulnérable avec quelqu'un qui travaille dans notre bouche, qui ne nous parle pas, on ne peut pas parler, pas s'exprimer. Bref, en fait on est piégé dans notre corps et on ne peut pas bouger parce que sinon on risque de se prendre un coup de fraise dans la bouche ou dans la langue, donc il vaut mieux éviter. Donc en fait c'est plutôt ça qui crée l'anxiété par rapport au dentiste, c'est cette position d'immobilisation. Et il faut savoir qu'aussi dans le système médical, je pense que ça va résonner un peu avec beaucoup de personnes quand je dis ça, la connexion humaine n'est vraiment pas mise au premier plan, et donc c'est pas la priorité. Votre dentiste, sa priorité c'est de soigner vos dents, c'est pas de connecter avec vous, de vous mettre en sécurité avant de procéder. Or, c'est ce qu'il faudrait en fait, parce que si le patient a juste un minimum de confiance avec vous et de sécurité, toutes ces réactions de peur ont beaucoup de chances d'être complètement, diminuées. Donc en fait, c'est ça vraiment le problème. C'est créer la sécurité dans sa relation avec l'autre, donc avec son patient ou son client, pour qu'il puisse ensuite la développer en lui-même. Et c'est ce qu'on disait, que la co-régulation se passe toujours à l'âge adulte. Elle est extrêmement importante et cruciale quand on est enfant, mais elle continue en fait tout au long de la vie. On continue à se co-réguler avec d'autres mammifères, même avec notre chien, notre chat, tout au long de notre vie. Et donc, c'est là que, quand on est thérapeute, il existe des exercices pour se familiariser
avec son système nerveux autonome, avec ses ressentis, avec ce qu'on appelle l'interoception, la neuroception, dont on parlera, bien sûr, tout ça on développera dans d'autres épisodes, parce qu'on n'a pas le temps de tout aborder dans un seul épisode. Ça va être des exercices qui sont extrêmement importants à mettre en place avec vos patients, vos clients, si vous voyez qu'il y a une dérégulation dans leur système nerveux autonome, chose qu'on peut assesser de manière relativement facilement quand on connaît les signes et quand on est capable de faire une analyse en fait. Je vais prendre un autre exemple, celui du coach sportif. Alors, quand vous êtes coach sportif, par exemple, vous donnez des exercices du coup appropriés à vos patients selon son niveau de ses capacités physiques, on va dire. Après, moi, je ne connais pas votre métier spécifiquement. Vraiment, je suis en train de faire une analyse de ce que je sais, donc ça se peut que je raconte des erreurs, mais je vois aussi de mon point de vue chiro, parce que j'ai une connaissance assez quand même étendue pour ce qui est muscle, système nerveux et corps humain de manière générale. Mais par exemple, si vous êtes coach et que vous voyez qu'un client stagne, là, ça va être important quand même de venir assesser ce qui se passe et évaluer au niveau de son système nerveux. Ou même simplement d'avoir ces connaissances-là quand vous faites vos programmes, par exemple. Je vais vous donner vraiment un exemple concret. Quand on est en activation sympathique, donc en activation en défense, en fait, le patient va déjà, en fait, avoir un rythme cardiaque plus élevé, avoir les pupilles dilatées. Il va être déjà, en fait, en activation et ce qu'on pourrait dire en stress, si on prend les vieux concepts, il va être déjà, en fait, tout le temps en mouvement. Donc, quelqu'un comme ça, si vous lui recommandez des activités qui, par exemple, élèvent le rythme cardiaque encore plus, vous allez encore plus favoriser cette activation sympathique, ce qui est peut-être finalement pas forcément souhaitable. Ou au même titre, si vous recommandez des exercices qui engagent les psoas, je pense par exemple simplement à des levées de jambes, c'est un exercice qui est extrêmement, populaire pour muscler les abdominaux, mais par contre, recommander un exercice comme ça avec quelqu'un qui est déjà en activation sympathique, il va avoir déjà les psoas qui sont surchargés en fait. Il va avoir déjà les psoas qui sont complètement tendus et ça va faire pire que mieux et ça peut développer même pour le coup des symptômes physiques. Le mal de dos, ça en est un qui est assez évident, mais d'autres symptômes physiques aussi. Après au niveau de la marche et tout ça. Ça aussi, ça peut se retrouver au niveau des SCM et des pectoraux, qui sont, tout ça, ces trois muscles-là que je viens de vous citer, sont des muscles qui sont déjà suractivés quand le système sympathique est déjà activé au niveau du système nerveux, en fait. Donc, si vous êtes coach et que vous ne savez pas reconnaître ces états d'activation-là, ça me paraît compliqué d'établir un programme qui va être productif et surtout qui va respecter le patient et son niveau d'activation et surtout qui va respecter ce dont il a besoin simplement parce que en fait vous ne savez pas lire son niveau d'activation autonome. Donc certains de vos exercices seront contre-productifs et il y aura peu ou pas de résultats, ou s'il y en a, ça va stresser d'autres parties du corps. Et après, si par exemple votre patient va chez le chiro ou l'ostéopathe ou un autre thérapeute manuel par exemple, ce sera au thérapeute un peu de rattraper les choses qui auraient pu être mieux faites dans le programme sportif et surtout qui auraient pu contribuer à faire vraiment évoluer le patient dans son corps comme il faudrait. On a aussi, par exemple, si votre patient est en état d'immobilisation totale, travailler en résistance avec des poids, il faut se poser la question, par exemple, si c'est une bonne idée, parce que ça le fait rester sur place, ça ne fait pas monter le rythme cardiaque. Par contre, si votre client est déjà en dorsale vagale, est-ce que c'est réellement ce qu'il lui faut de, en fait, continuer à se sentir en immobilisation comme ça? En fait, c'est toutes des questions comme ça qui viennent après naturellement quand on comprend les états de l'activation du système nerveux autonome. Et le dernier exemple que j'ai, c'est au niveau des psychologues. Donc là, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a quelques années, j'ajustais un ami, et puis mon meilleur ami qui était psy, du coup, enfin qui est toujours psy, était à côté de nous. Et à la fin de l'ajustement, il a vu qu'il y avait un gros relâchement émotionnel, il y a eu des pleurs, il y a eu une décharge physique de quelque chose de profond qui était accumulé depuis longtemps. Et il m'a dit, c'est vraiment dommage que moi, dans ma profession de psychologue, on n'ait pas d'outils pour travailler directement avec le corps et plus profondément. Et j'étais assez d'accord avec lui en fait, parce que le problème aussi qu'on voit, c'est que des fois il y a des personnes qui passent des années en thérapie et bien sûr ça fait du bien et ça leur permet d'évoluer sur un plan, mais souvent ce plan c'est le plan mental ou éventuellement le plan émotionnel. Donc là on reste en fait sur le niveau du cortex, du néocortex et émotionnel au niveau limbique éventuellement.
si le thérapeute est formé à ces pratiques-là. Mais en fait, ça ne va pas retravailler les patterns profonds de défense du système nerveux autonome et qui, pour le coup, se logent dans le tronc cérébral et qui sont sous le niveau du conscient. Et si vous avez un patient avec qui vous travaillez sur le plan mental, c'est super si déjà vous arrivez à faire ça. Mais le problème, c'est que à la moindre réactivation du système nerveux autonome, le patient recommencera à avoir des états de panique ou d'anxiété ou des réactions de stress post-traumatique, par exemple, tant que ça n'a pas été vraiment résolu au fond du problème, qui est donc l'activation du système nerveux autonome. Mais après, avoir un travail sur le plan mental et des connaissances sur le plan mental, c'est déjà une excellente porte d'entrée, parce que de toute façon, ça passe par une éducation pour pouvoir se réguler de manière autonome. Donc, c'est un bon début, mais disons que ça pourrait, encore une fois, être plus complet, comme toutes les méthodes qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Euh, voilà, donc du coup, c'est vrai que si vous êtes thérapeute qui travaille avec le corps, je pense notamment aux chiro et aux ostéos, vous pouvez clairement attester que les patients ont des réelles décharges physiques, parfois suite à des ajustements ou des manipulations ou voilà, du travail corporel. Tous les thérapeutes manuels, je pense qu'ils l'ont déjà constaté au moins une fois dans leur carrière, sauf qu'en fait, comme on n'est pas réellement formé en profondeur sur ça, des fois on ne sait pas comment gérer en fait. Quand un patient se met à trembler, en fait on prend peur et on se dit bah, qu'est-ce qui se passe. Alors qu'en fait, ce genre de réaction, c'est une réaction physiologique parfaitement normale d'évacuation des mémoires traumatiques qui sont logées dans les fascias. Voilà. Donc, tout ce qui est trauma, parce que là je vois qu'on dévie un petit peu finalement du sujet, tout ce qui est trauma et même le reste de la théorie polyvagale, on l'abordera dans d'autres épisodes, parce que finalement on est déjà à 21 minutes, c'est déjà pas mal. Je pense que c'était déjà assez dense finalement comme un premier vrai épisode et je vous propose qu'on traite la suite de ces sujets dans les prochains épisodes. De toute façon, on le fera parce que moi ça me passionne et j'ai beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Partagez-le et surtout faites-le suivre à des personnes à qui vous pensez que ça pourra servir. Donc des thérapeutes, des coachs, des professionnels de santé, mais aussi à vous-même, parce que c'est de ça qu'on parlera aussi sur cette chaîne, de savoir comment nous, on peut se réguler grâce à ces exercices que je vous ai cités, et comment on peut en fait réduire notre niveau de stress, d'anxiété, éviter des états d'épuisement professionnel, et là je parle de mon vécu, hein, parce que si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que ça m'est arrivé aussi directement, d'où le fait que je suis extrêmement sensible à ce genre de sujet, et que ça me tient énormément à cœur de vous parler de ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être évitées, beaucoup de problèmes de santé mentale et psychologique qui pourraient être évités si on avait plus conscience des choses sur ce sujet-là. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu. Et je vous retrouve dans le prochain épisode.